Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Les cow-boys avaient leurs chevaux, les Occidentaux et les Québécois ont leur guide de l'auto. On parle avec Louis-Philippe Dubé, chroniqueur guide de l'auto. Bonjour Louis-Philippe. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Moi, ça va toujours bien quand on va parler de voiture parce que pour moi, c'est comme le moment de divertissement et ça fait longtemps. Moi, je militais pour l'électrification des transports à l'époque. Quand j'étais à Longueuil, j'avais fondé la coalition des élus pour l'électrification des transports. On voulait faire de Longueuil la capitale. Mme Marois cherchait un centre d'expertise. C'était Saint-Jérôme qui était légitimement désigné à l'époque par Mme Marois, puis nous, on cherchait à tailler notre place. Et aujourd'hui, je vois que le gouvernement propose qu'en 2035, toutes les voitures vendues soient électriques. En soi, je m'en réjouis, mais c'est pas très réaliste, je pense. Bien, réaliste, c'est une grosse question, parce que c'est une question qu'on nous demande souvent. C'est une question, puis un échéancier qui dépend de beaucoup de facteurs, pas seulement techniques, pas seulement du consommateur, mais également sur le plan des infrastructures et puis politique. Les gens croient à la voiture électrique, oui, parce que c'est quand même un symbole de propreté environnementale, mais elle vient avec son lot d'inconvénients, des inconvénients qui diminuent à chaque année. On parlait, il y a 10 ans de ça, on se dit 2035, c'est dans 10 ans. Il y a 10 ans de ça, on avait une 100 livres qui n'était pas capable de parcourir 150 km tout seul sur une batterie. Maintenant, 400 km, OK, on est dans les voitures de base électriques. Donc, il y a énormément de progrès qui s'est fait. Et puis, l'absorption du marché, elle est rapide. Les gens, même, des fois, on est alarmiste quand il y a une baisse de popularité. Comme là, dernièrement, on a dit, le véhicule électrique est en recul. C'est pas tout à fait vrai quand on regarde les statistiques. Son accélération est moins grande. Son accélération est moins grande. C'est exactement ça, c'est bien dit, parce que justement, si on compare, par exemple, le premier quart de 2024 pour les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables, parce qu'on inclut les hybrides rechargeables comme tu conduis dans les véhicules zéro émission, les ventes sont beaucoup plus grandes qu'elles l'étaient au premier quart de 2023. C'est le ralentissement entre le dernier quart de 2023 et le premier quart de 2024 qu'on pointille un peu. Et ça, c'est explicable par plein de facteurs. Bien, une des raisons pour laquelle on pointille, probablement, c'est que le sujet de l'électrification des transports est très présent aujourd'hui. À l'époque, j'étais un malade qui parlait de ça. mais aujourd'hui, on en parle beaucoup, puis on est investi avec des fonds publics dans l'électrification des transports, avec des usines en tout genre. Là, vraiment, on parle beaucoup de Nordvolt, mais il y en a d'autres. Et c'est ça qui fait, je pense, que tout le monde est aux aguets sur le futur de l'électrification des transports. Les grosses questions aussi, c'est comment que ça impacte le portefeuille. Les gens, ils voient 10 ans à partir de maintenant, puis ils disent combien les chars électriques sont tellement dispendieux, combien que ça va coûter, est-ce que ça va coûter ce prix-là, est-ce qu'il n'y aura pas de subvention, qu'est-ce qu'il va y avoir comme choix. Et puis, à leur défense, les constructeurs, on va se le dire, sont pas très intéressés à bâtir des véhicules électriques. Encore aujourd'hui, tu m'étonnes? Je parle pas de Tesla. Tesla, eux autres, c'est ça, c'est leur profession, puis ils en ont fait, puis ils font de l'argent. Les autres constructeurs ne font pas d'argent à faire des véhicules électriques. C'est une transition qui a été faite très rapidement. Les écologistes vont dire, les constructeurs avaient 20 ans pour se préparer, ils auraient dû se préparer. Killed the Electric Car. Exactement. Un film. Si quelqu'un voit ça quelque part, allez l'écouter. C'est très intéressant comme documentaire parce que Danny, c'est que Danny DeVito faisait partie des premiers clients qui avaient loué une GM EV1. Et qui a été au bout des baux de 3 ans. Ils ont tous été rappelés et écrasés dans un désert du Nevada. On les a plus revus. Et c'est ce qui a été un peu comme le début de la mise en scène de ce film-là. C'est qui a provoqué cette situation-là. Alors oui, il y a beaucoup de fans qui disent les industries automobiles ont eu tout le temps qu'il fallait pour s'adapter. Quand on parle d'intervention politique, ça peut être très bon comme ça peut être très mauvais dans cette instance-là. Exact. Puis les constructeurs, c'est une industrie qui est très conservatrice, réfractaire au changement. Depuis la ceinture de sécurité, on ne voulait pas en mettre dans les véhicules, c'est un peu la même affaire avec les véhicules électriques. Donc, c'est sûr que c'est une industrie il faut mettre des balises, il faut mettre des buts, il faut mettre... Il y a beaucoup de gens au Québec qui ne savent pas qu'on exige aux constructeurs de vendre un tel montant de véhicules électriques par année et s'ils ne le font pas, ils sont pénalisés. C'est pas juste des subventions pour les consommateurs. Pour mettre ça en français, donc, si tu vends 100 voitures, il faut qu'il y en ait un pourcentage, exactement. mettons 12, qui soient électriques. Un pourcentage qui augmente à chaque année jusqu'à 2035. Et j'imagine que si tu vends beaucoup de Dodge Challenger L4, si tu en vends beaucoup, ce qui n'est pas le cas, heureusement,
malheureusement. Mais si tu en vends beaucoup, ça aussi, ça influence. Il faut que tu vendes autant en valeur de voitures électriques que de... Oui, c'est ça. Éventuellement, ça va être ça. Là, c'est un pourcentage tout dépendant des constructeurs, etc. En unité. Puis, on accumule des crédits de cette façon-là et puis on est capable de répondre là, un peu aux exigences du gouvernement. C'est sûr que on parle d'adoption de véhicules électriques. La courbe un peu de cette adoption-là, elle est influencée. Hein. On parle quand on veut convertir une industrie au complet. Il y a des early adopters qui commencent avec les véhicules. Là, on est passé cette phase-là. Ben oui. Là, après ça, il y a comme une majorité précoce qui rentre, qui se base un peu qu'est-ce que les early adopters ont comme expérience. Comment ça va en hiver? Est-ce que c'est difficile de charger, etc. Puis ensuite, il va y avoir une majorité tardive et ensuite, les retardataires, si on veut, puis on va arriver à 100% de conversion des véhicules électriques. Donc, je pense que ça tient son cours. C'est juste que on est tellement lié au Québec, au marché américain, en termes de produits qu'on a. Pourquoi qu'on n'a pas de produits, par exemple, des familiales? C'est parce que l'Europe nous a désignés comme étant nord-américains. Les Nord-Américains, ils aiment pas... Alors qu'il se fait des versions familiales de plusieurs sedans standards avec une valise. Ils se font en familiale là-bas, puis on les a pas. On les a pas. Ils sont magnifiques, souvent. Oui, absolument. Puis pour mes goûts personnels, moi, je préfère de loin une familiale qu'un utilitaire. Par contre, on est étiquetés comme des Nord-Américains, puis c'est une question de business. Hein. Mais par moment, il y a eu des écarts quand même. La Renault 5 a été... ici, c'était un succès gigantesque et Renault est juste disparu du marché au Québec. Puis il y a eu des écarts. On a eu des véhicules compacts, nous, et sous-compacts, beaucoup plus longtemps qui sont restés chez nous que de la part des États-Unis. Mais le fait qu'on soit liés comme ça va vraiment dicter un peu qu'est-ce qu'on va avoir comme véhicule électrique. Et puis, je suis pas chroniqueur politique, mais je me dis si la tendance se maintient, il y a des chances qu'il y ait un gouvernement républicain qui rentre aux États-Unis. Les politiques républicaines sont très différentes en ce moment. Il y a même, je lisais un peu sur le nouveau VP qui a été le VP choisi de Donald Trump. Le colistier de Donald Trump. Il s'appelle... Le sénateur Vance. Oui, c'est ça. Vance a déjà introduit un projet de loi au Sénat en septembre 2023, je crois, qui abolirait toutes les subventions sur les véhicules électriques et subventionnerait les véhicules à essence et diesel qui sont assemblés aux États-Unis pour encourager la production locale. Donc, on voit un peu comment que nous, si tu es un constructeur automobile européen, puis tu dis, en Amérique du Nord, il y a ça qui se passe. Nous, on va se ramasser un peu avec un inventaire de ça. Ouais. Donc, c'est ça. Puis un restant aussi du marché, parce que si on favorise les véhicules qui marchent au pétrole aux États-Unis... Ça vaut peut-être pas la peine d'avoir... c'est ça. Ça, c'est un petit peu un problème qui influe un peu la conversation qu'on a à propos de 2035. Je vais donner un exemple, puis une petite parenthèse. C'est quoi, tu penses, le véhicule qui est le plus américain, celui qui est assemblé avec le plus de composantes faites aux États-Unis? Je dirais le nouveau Ford Maverick. C'est la Tesla Model Y. Arrête. C'est un Ford électrique. Fait que le sénateur Vance, sa subvention ne serait même pas accordée. Non, c'est idéologique. C'est purement idéologique. On appelle ça, ça existe d'ailleurs, la masculinité pétrolière ou pétroliste. C'est un terme que je connaissais pas. C'est un terme, c'est-à-dire que c'est la pétromasculinité. Pardon, je cherchais. Donc, c'est l'association à deux gros tuyaux d'exhaust sur un pick-up. Absolument. Mais enfin, tout est possible. Mais donc, l'électrification du transport, à la base, au Québec, il y avait un intérêt parce qu'on produisait une électricité tellement propre et abordable, beaucoup moins cher que même chez nos voisins d'Ontario. Alors, ça pourrait être un frein aussi, cette capacité de production électrique. Là, on l'a vu récemment. Oui, c'est difficile d'avoir des réponses claires de Hydro-Québec, puis tout ça, de savoir est-ce qu'on va être capable de subvenir à cette demande-là, parce que quand on nous dit en plein hiver, faites pas votre lavage pendant le souper, parce que justement, il y a une bonne demande énergétique. Moi, je crois que ça peut se gérer avec l'informatique, l'intelligence artificielle, de comment qu'on gère un parc de véhicules, qui est chargé en premier, selon quoi, etc. Il y a des solutions qui sont informatiques à ça et qui peuvent également contribuer à ne pas utiliser trop d'énergie, à conserver. Par contre, quand on parle d'infrastructure, nous, au Québec, on est très bien dispositionné avec notre réseau de recharge qui est très efficace. Très efficace. Je ne vais pas dire impeccable, mais très efficace. Si on regarde dans le sud de la frontière, ce n'est pas le cas. Vous parlez à des gens qui... c'est compliqué. Moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais descendu aux États-Unis en électrique. C'est plus compliqué. Il y en a moins. C'est des compagnies privées. Ils vont prioriser certains endroits plutôt que d'autres, Et le taux de recharge doit être très variable. Moi, même au Québec, ça m'est arrivé l'autre jour. J'avais une borne de recharge et j'étais, je pense,
dépense à 2 fois le prix de ma borne habituelle du circuit électrique. Ah, ça arrive, oui, c'est ça. Puis aussi, il y a les véhicules qui dictent un peu le taux de recharge. La condition de la batterie va dicter un peu la recharge qu'elle est capable de prendre, le débit. Donc, puis ça, c'est la préparation de la batterie, les facteurs météorologiques, etc. Ça rentre tout en ligne de compte. Par contre, avec d'un bon réseau de recharge, des bonnes infrastructures comme on a au Québec, ben ça apaise un peu les inquiétudes pour les Québécois. Mais ailleurs dans le monde, quand on regarde, je vais te donner un exemple. On parlait des constructeurs tantôt. On doit concevoir un véhicule électrique qui est marché global. Par exemple, une Toyota Corolla, elle est vendue dans 150 pays. Il y a combien de pays dans ces 150-là qui ont un réseau de recharge qui est aussi impeccable que le nôtre? Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Fait que nous, on se doit d'être les champions de ça, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour ça, mais on n'a pas le contrôle sur l'offre étrangère. En terminant, parce que malheureusement, ça passe trop vite. Déjà? Ben oui. C'est dommage. Mais en terminant, juste te demander, on a parlé de Tesla à quelques reprises, c'est quand même certainement le constructeur pionnier de l'électrification des transports. À l'époque, il évoquait de partager ses brevets. Je pense que ça s'est éteint un peu cette bonne volonté d'Elon Musk. Mais à l'époque, il avait évoqué, avant qu'on s'investisse tant dans un réseau de recharge, il avait évoqué la possibilité qu'on puisse changer la batterie. Il avait fait la démonstration qu'il pouvait, avec des robots, changer la batterie d'une Tesla plus vite qu'on fait le plein d'une voiture nord-américaine moyenne. C'est un choix qu'on a fait de ne pas faire. Et pourtant, Tesla, aujourd'hui, a gagné sur son principe de recharge, son fusil. Il y a quelque chose que Tesla a amené comme un standard à devenir dans le monde de la recharge. Oui, bien, le standard, c'est le NACS, North American Charging Standard, qui est le connecteur, si on veut, qui commence à être adopté par tous les constructeurs, une bonne partie des constructeurs. Et c'est celui que Tesla avait choisi. C'est celui que Tesla a parti avec. On avait des connecteurs CHAdeMO, CCS Combo. C'est celui qui est CHAdeMO, c'est un vieux connecteur japonais. Oui, je sais, je l'ai encore sur ma émienne. C'est ça, sur une Leaf, par exemple. Maintenant, les Leaf 2025, il y a encore ce connecteur-là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, un connecteur CHAdeMO, là, on dirait qu'on remplit de kérosène 747 tellement que c'est énorme. Exactement, ça ressemblait à ça. Et puis, le NACS, maintenant, tu vas acheter une Mustang Mach-E, par exemple, elle va venir avec un adapteur NACS pour être capable de recharger sur le réseau de recharge de Tesla. Puis Tesla, comme tu as dit, ils font tellement d'argent à vendre de l'énergie et puis des données, mais ça, on en parlera dans une autre chronique. Oh boy! Je ne savais pas ça. Et puis, ce connecteur-là, maintenant, il est devenu un standard. Donc, en amenant ce standard-là, ils ouvrent leur réseau de Power Charger Tesla à tout le monde. À tout le monde. Si tu as l'adaptateur, ils font beaucoup d'argent à vendre. Absolument, très intéressant. À moins que tu fasses partie des tout premiers acheteurs de la première Tesla, pour qui le contrat était recharge gratuite à vie, paraît-il. Écoute. Fascinant. Louis-Philippe Dubé, on adore parler de voiture avec les gens du Guide de l'auto. Ça me fait toujours plaisir. Une fierté québécoise. Merci beaucoup. Merci. Salut.